dans un futur proche, une grande guerre détruit le monde. Désormais, la Terre est un désert post-apocalyptique connu sous le nom des Terres perdues, et tout ce qu'il reste de l'humanité vit dans une seule ville. Celle-ci est dirigée par le suzerain, et l'Église est responsable de maintenir l'ordre. Un jour, une femme nommée Grey est pendue pour sorcellerie, et l'exécutrice se sert d'elle comme exemple pour montrer ce qui arrive à ceux qui défient l'Église. Après le départ de l'exécutrice, Grey utilise sa magie pour faire halluciner un soldat, lui faisant croire qu'il est celui qui est pendu. Il tire sur la corde pour soi-disant se sauver et finit par libérer Grey. Il croit ensuite la voir à ses côtés et ouvre le feu, tuant un autre soldat à la place. Lorsque l'exécutrice apprend cela, elle tue le soldat ensorcelé et mène les autres à la recherche de Grey. Tandis que le groupe fouille la pièce, Grey se cache dans l'ombre et tue les soldats un par un, jusqu'à ce que seule l'exécutrice reste. Grey réussit à la coincer en la menaçant avec un couteau, et l'exécutrice lui dit de le faire, mais au lieu de lui offrir une mort rapide, Grey choisit de la pendre. Lorsqu'elle s'éloigne, la foule s'écarte pour la laisser passer et l'appelle « la sorcière qui ne pendra pas ». Pendant ce temps, Boyce erre seul sur son cheval, mais s'arrête près d'un tunnel, car il sent qu'il va être pris en embuscade. Lorsqu'il le dit à voix haute, un groupe d'hommes sort de sa cachette et l'un d'eux tente de voler l'arme de Boyce. Toutefois, un serpent à deux têtes y est attaché et le tue immédiatement. Ensuite, Boyce ferme les mains pour faire apparaître des pistolets et élimine rapidement toute la bande avant qu'ils ne puissent le toucher. Avant de partir, il s'assure de récupérer son serpent. De retour à Grey, elle trouve refuge dans une tour et laisse de l'argent à une femme aveugle, qui la reconnaît grâce à sa bonté. Plus tard, elles reçoivent la visite de la reine et de Joray, le capitaine de la surveillance. La reine souhaite acheter le pouvoir de se transformer en loup épée avec des bijoux luxueux. Grey ne refuse jamais personne et accepte la mission, expliquant qu'elle engagera un chasseur pour tuer un métamorphe et prendre son pouvoir. Sa date limite est la prochaine pleine lune, qui aura lieu dans 6 jours. Alors que Grey prépare ses lames pour partir, Joray tente aussi d'acheter un vœu, il veut que Grey échoue la mission de la reine. Il jure lui être loyal, mais il pense que ce pouvoir la détruira. Grey ne le croit pas et pense qu'il est juste jaloux, mais comme elle ne refuse personne, elle accepte son chronomètre comme paiement. Ensuite, Grey utilise un sort pour observer les terres perdues et trouver ce dont elle a besoin. Elle voit un groupe d'hommes tenter de combattre un énorme loup, mais ils sont tous tués en quelques secondes. Pendant ce temps, le suzerain est alité et demande de l'aide à la reine, car il s'est encore mouillé. La reine appelle les servantes tout en insultant son mari, visiblement fatigué de s'occuper de lui. Quelques instants plus tard, elle embrasse Boyce, révélant qu'ils ont une liaison. Quand Boyce tente de sortir discrètement du château, les gardes l'en empêchent, alors il crache l'alcool qu'il boit sur une torche pour enflammer un garde, puis il pousse l'autre dans les escaliers. Plus tard, dans un bar, Grey s'approche de Boyce pour engager ses services de chasseur, car il est connu pour sa connaissance des terres perdues. Boyce veut seulement jouer, alors Grey joue contre lui et gagne facilement la première manche. Il hésite encore à accepter la mission, car peu de gens survivent dans les terres perdues. Grey lui dit donc que s'il la ralentit, il a la permission de l'abandonner. Ensuite, Boyce lui parle d'un grand loup qui vit dans un endroit appelé Rivière du Crâne. Grey comprend que ce nom correspond à sa vision et promet de le payer avec le chronomètre s'il l'Y emmène. À ce moment-là, un groupe de soldats entre dans le bar et l'un d'eux tire depuis l'étage, mais Boyce lance le serpent sur lui et le tue rapidement. Le corps tombe et le serpent saute sur le bras d'un autre soldat, alors son partenaire lui coupe le bras pour le libérer. L'exécutrice rejoint alors le combat et tue le serpent avec son couteau. Lorsqu'elle se retourne, Grey et Boyce ont déjà disparu. À l'église, le patriarche rappelle que les sorcières et les hérétiques doivent être punis. La foule fait semblant de prier tout en se passant en secret un message à propos d'un mouvement rebelle. Après la messe, il est révélé que le patriarche connaît l'existence du message et remarque que Grey est devenu le symbole de la rébellion. L'exécutrice amène la femme aveugle et lui écrase la main jusqu'à ce qu'elle avoue que Joray et la reine ont rendu visite à Grey. Le patriarche ordonne à l'exécutrice de retrouver Grey et de la forcer à avouer qu'elle manipule leurs dirigeants avant de la pendre. Dans les terres perdues, Grey et Boyce campent pour la nuit. Boyce tente d'attraper un nouveau serpent, mais n'en trouve aucun qui lui convienne. Pendant que Grey essaie de dormir, Boyce s'approche d'elle avec sa lame, alors elle l'arrête avec son couteau. Mais en réalité, il est là pour tuer le scorpion qui allait la piquer. Le lendemain, le duo arrive à un poste de commerce tenu par les frères et sœurs Mara et Ross, de vieux amis de Boyce. Mara embrasse Boyce avant que le duo ne soit invité à entrer. Boyce explique qu'ils trouveront le métamorphe dans une semaine, et Grey dit qu'elle en a besoin dans quelques jours, alors Boyce décide de prendre un raccourci très dangereux. Cette nuit-là, Boyce et Mara s'amusent et se lamentent de ne se voir qu'une fois par an. Le matin, quand le duo repart, Boyce avertit Mara que les frères et sœurs sont les seuls visages amicaux dans les terres perdues, et Grey remarque un squelette de bête dans une cage. Pendant ce temps, l'exécutrice et tous ses soldats ont commencé à fouiller les terres perdues en train. La reine va voir le patriarche, car il a autorisé l'utilisation du train sans la consulter, sans parler du fait qu'il a envoyé tous les soldats et laissé la ville sans défense. Le patriarche dit avoir entendu des rumeurs à propos de sa trahison, mais la reine l'assure que tout est faux. Plus tard, le patriarche appelle l'exécutrice à bord du train et lui dit qu'il a confirmé que la reine ment, donc ils doivent capturer la sorcière rapidement. S'ils arrêtent la reine pour trahison et que le suzerain malade meurt bientôt, le patriarche pourra prendre le contrôle de la ville. Quelque temps plus tard, les soldats trouvent Ross et Mara et les torturent jusqu'à ce que Mara avoue que Grey et Boyce se dirigent vers la rivière du Crâne. Avant de partir, ils tuent les deux et brûlent leur poste de commerce. Le lendemain, Grey et Boyce atteignent la faille, une ville en ruine pleine de gouffres. Ils entrent dans un vieux bâtiment avec un téléphérique, et Boyce cherche le conducteur, qui accepte de transporter n'importe qui contre de l'argent.
L'homme ne répond pas quand Boyce l'appelle, alors le duo commence à fouiller le bâtiment. Malheureusement, il découvre que le conducteur a été pendu, ce qui signifie que les soldats sont arrivés avant eux. Lorsque le duo essaie de partir, l'exécutrice et ses hommes les encerclent. Ils sont prêts à laisser Boyce partir s'il leur livre Gray, et montrent le corps de Mara comme preuve qu'ils sont sérieux. À ce moment-là, Mara se réveille et prononce le nom de Boyce, alors l'exécutrice lui tire dessus pour la tuer définitivement. Boyce, fou de rage, ouvre le feu pendant que Gray glisse en avant pour frapper un soldat et lui voler ses armes. Elle tire à son tour, et en coopérant, elle et Boyce éliminent rapidement tous les hommes qui les entourent. Malheureusement, une horde de soldats se cachait dans le train et sort maintenant pour se joindre au combat. Boyce et Gray continuent de se battre et d'abattre autant d'hommes que possible, mais les soldats arrivent en trop grand nombre, et Gray n'a plus de balles. Le duo tente de fuir, mais le train est équipé d'un canon qui tire sur eux. Heureusement, ils se déplacent assez vite pour tomber sans se blesser, puis ils courent vers la télécabine et Boyce la libère en tirant sur l'enrouleur. Les soldats continuent à les pourchasser, alors Gray et Boyce engagent un combat au corps à corps pour les empêcher d'atteindre la cabine. Comme la cabine avance désormais au-dessus d'un immense gouffre, les soldats tombent de très haut et trouvent la mort. Certains hommes apparaissent sur le toit de la cabine et Gray grimpe immédiatement pour les affronter avec ses lames. Elle se déplace rapidement, en élimine la plupart, puis effectue un grand saut sur le bord de la cabine pour forcer le dernier à la suivre. Elle lui tranche la main pour le faire tomber. À l'intérieur de la cabine, Boyce combat aussi quelques soldats restants au corps à corps. Voyant ces hommes être vaincus, l'exécutrice ordonne à un soldat de couper les câbles. La cabine ne tient plus que d'un côté, et Gray doit utiliser ses lames pour s'accrocher. Boyce brise une fenêtre pour faire tomber un autre soldat. Ensuite, l'exécutrice tire sur l'autre câble et la cabine chute, glissant à travers un bâtiment avant de s'écraser contre la paroi du gouffre. Gray et Boyce commencent à grimper le mur rocheux et parviennent à sortir de la cabine juste avant qu'elle ne tombe. L'exécutrice ouvre le feu et touche l'épaule de Boyce alors qu'il grimpe encore, mais Gray a déjà atteint le sommet et utilise ses pouvoirs pour distraire l'exécutrice, ce qui permet au duo de disparaître. Cette nuit-là, Boyce retire la balle de sa blessure et Gray lui recoue l'épaule. Boyce pense à ses amis perdus et jure de se venger de l'exécutrice. Avant de s'endormir, ils observent les couleurs et les éclairs dans le ciel. Le lendemain, la reine apprend qu'elle est enceinte. Elle sait que l'enfant est de Boyce mais prétend qu'il est de l'Overlord. Maintenant qu'elle a un héritier pour garantir son trône, elle place un oreiller sur le visage de l'Overlord et l'étouffe jusqu'à la mort. Pendant ce temps, Gray et Boyce atteignent les confins de l'ombre, une région remplie de démons la nuit. Toutefois, ils entendent le train de l'exécutrice approcher, donc ils n'ont pas d'autre choix que de rester là. Ils se cachent dans une tour de refroidissement et renversent plusieurs bidons pour répandre de l'essence au sol. À la tombée de la nuit, les lumières de la tour s'allument et un démon essaie de les attaquer. Boyce jette un briquet sur l'essence pour créer un cercle de feu autour de lui et de Gray. Bientôt, d'autres démons entrent dans la tour, et le duo ouvre le feu, mais les balles ne sont pas très efficaces. Les démons apportent une plaque de métal et la posent sur les flammes pour créer un pont. Boyce les bloque en donnant un coup de pied dans un bidon d'essence et en tirant dessus. Un démon saute au moment de l'explosion et plaque Boyce au sol, mais Gray l'attrape en le poignardant avec ses lames. Quand le démon tord son corps pour tenter de l'attraper, Gray doit sauter et le combattre au corps à corps. Boyce plaque la créature et l'empale sur une tige métallique pendant que Gray lance une lame sur un autre bidon. Cette fois, l'explosion est plus puissante et attire l'attention du chef des démons, qui observe depuis le sommet de la tour avec ses sbires. Il saute et attaque les deux humains pendant que le chef appelle Gray par son nom, lui disant qu'elle n'aurait jamais dû revenir ici. Gray utilise la magie pour le faire reculer et projette des flammes depuis sa main, contrôlant tout le cercle de feu pour en faire une immense tornade qui brûle tous les démons, y compris leur chef. Ensuite, Boyce remarque qu'il n'a pas senti les flammes, et Gray lui explique qu'elles n'étaient pas réelles. Elle a utilisé une illusion pour faire croire aux démons qu'ils brûlaient, et ils sont morts à cause de l'effet placebo. Elle révèle qu'un immense trésor rempli de puissance est caché ici, et qu'il y a de nombreuses années, un homme l'avait engagé pour le voler. Cependant, cet endroit est si corrompu qu'il a transformé l'homme et ses sbires en les démons qu'ils viennent de combattre. Le lendemain, le patriarche annonce que l'Overlord est mort, mais que la reine est enceinte, donc l'enfant deviendra le nouvel Overlord. Les citoyens ne réagissent pas, alors je retire une balle en l'air pour forcer la foule à scander en faveur de la reine et de son enfant. Ensuite, le patriarche s'agenouille devant la reine, promettant de bien la conseiller. Cependant, en privé, il l'insulte et appelle l'exécutrice pour lui dire de se dépêcher. La reine fait aussi ses propres plans et embrasse Joray pour le manipuler, espérant utiliser son armée à ses fins personnelles. Boyce et Gray arrivent au champ de feu et Boyce annonce qu'ils atteindront leur destination le lendemain. Affronter le métamorphe sera dangereux, alors Gray pense que Boyce devrait prendre son paiement et partir. Il refuse et lui demande de rentrer avec lui, mais elle ne peut pas car une malédiction l'oblige à accomplir chaque mission. Le jour suivant, Boyce et Gray traversent un tunnel lorsqu'ils entendent le train approcher. Comme ils ne peuvent pas courir plus vite que lui, ils établissent un plan. Gray se place sur les rails et attend que le train soit assez proche avant de se mettre à courir. L'exécutrice ordonne immédiatement de poursuivre Gray avec le train, sans se douter qu'il s'agit d'un piège. Gray le guide vers un rail cassé et saute à la dernière seconde pour que Boyce puisse la rattraper. Le train ne peut pas s'arrêter et tombe dans l'abîme, provoquant une explosion qui tue l'exécutrice et tous ses hommes. Quand le patriarche apprend cela, il tente de rassembler sa garde pour prendre le trône par la force. Mais Joray et son armée l'encerclent soudainement et tuent lui et ses soldats restants, laissant la reine comme seule dirigeante de la cité. Ensuite, Joray et la reine célèbrent en devenant intimes. Le lendemain, Gray et Boyce arrivent à la rivière du Crâne, une zone recouverte des ossements des victimes du loup.
Il fouille un vieux bâtiment et trouve des signes de présence, mais personne en vue. Boyce dit à Gray qu'il devrait repartir, mais Gray veut finir sa mission. Quand la nuit tombe, Gray couvre ses doigts de griffes en argent et sort. Boyce tente encore de l'arrêter, mais il est trop tard, la pleine lune est sortie et le transforme. Il s'avère qu'il était le métamorphe depuis le début et Gray pense qu'il l'a accompagné jusqu'ici pour la tuer. Le corps de Boyce grandit et ses vêtements se déchirent tandis qu'il devient un immense loup. Gray lui jette le chronomètre avant de commencer à le combattre avec ses griffes en argent, mais Boyce est clairement plus fort et la projette facilement. Gray crée alors une illusion qui fait apparaître une volée d'oiseaux pour le distraire, ce qui lui permet de se cacher. Quand Boyce saute pour attaquer le grand oiseau, l'illusion disparaît et révèle Gray en train de le poignarder avec les griffes. Boyce tente de se défendre, mais il est trop affaibli et après quelques coups supplémentaires, Gray le fait tomber. Il lève les bras dans un dernier effort alors que Gray s'apprête à porter le coup final. Quelques secondes plus tard, Boyce se réveille couvert de cicatrices. Gray lui donne de l'eau et lui dit de se reposer. Boyce s'endort, et à son réveil suivant, il se retrouve enchaîné. On découvre que lorsque Gray lui a recousu les blessures, elle a caché de l'argent sous sa peau, ce qui l'empoisonne depuis lors. Alors qu'elle s'apprête à le tuer, Boyce dit qu'il a un souhait et lui rappelle qu'elle ne peut refuser aucun vœu. Il souhaite qu'ils soient ensemble et chassent ensemble pour ne plus être seuls. Gray accepte en précisant qu'il y aura un prix. À ce moment-là, les nuages se déplacent et la lune force Boyce à se transformer de nouveau, alors Gray commence à lui ouvrir la poitrine. Le lendemain matin, Gray laisse tomber le chronomètre sur la tombe de Boyce et part avec sa peau. Lorsqu'elle entre dans la ville, les esclaves scandent son nom et des gardes tentent de les calmer, en vain. Bientôt, la grande croix de l'église est renversée par les rebelles. Gray donne la peau à Jorah avec des instructions pour que la reine obtienne son pouvoir. Quand Jorah souligne qu'elle a échoué sa mission, Gray explique qu'elle a tué l'amant de la reine, et maintenant Jorah peut la voir, ce qui était son véritable souhait. Plus tard, la reine fait une crise en réalisant que la peau appartient à Boyce, maintenant mort. Son but avait toujours été de devenir une bête pour être avec lui, mais Jorah lui dit que Boyce l'a corrompu. La reine comprend qu'il l'a trahi et prend une épingle à cheveux pour poignarder Jorah au cou, le tuant. Les rebelles profitent de cette opportunité pour envahir le château et tuer tous les gardes, dont les balles ne servent à rien contre une foule aussi massive. Quand le soleil se lève, il brûle la peau jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Au même moment, la tombe de Boyce commence à trembler. Quelque temps plus tard, un Boyce ressuscité retrouve Gray avec l'intention de la tuer. Cependant, Gray lui avoue qu'elle a toujours su qu'il était l'amant de la reine. Elle avait tout planifié pour que les rebelles puissent enfin vaincre leurs oppresseurs et que Boyce survive à la fin. Boyce essaie tout de même de tirer, mais son arme échoue, alors il attaque avec un couteau. Gray esquive et ils se retrouvent avec leurs lames l'une contre l'autre. Quand Gray lui rappelle que c'est ce qu'il avait souhaité, Boyce acquiesce et maintenant le duo part ensemble pour voyager à travers les terres perdues.